Bonjour, je suis Guillaume Meyer, je suis senior expert Information Assurance chez Airbus Defence and Space Cyber Security. Information Assurance, qu'est-ce que c'est? Globalement, je m'occupe de gérer concrètement les risques liés à l'utilisation, au traitement, au stockage. Je ne peux pas faire plus fort, mais pas plus. Désolé. Lié au stockage, à la transmission d'informations, c'est de comprendre l'ensemble des moyens de protection. Et ça comprend aussi tout ce qui est le traitement à la fois de la protection de l'information au niveau numérique, mais aussi physique. Sans oublier aussi les aspects organisationnels. J'avais prévu de commencer par rappeler quelques petites définitions, à commencer par qu'est-ce qu'un système d'information, qui est un ensemble organisé de ressources qui comprend à la fois matériel, logiciel, ça c'est ce que tout le monde retient, mais aussi l'aspect personnel, les données et procédures. Ce n'est pas que du logiciel ou du matériel. Le cyberespace, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de données numériques constituant un univers d'information et un milieu lié à l'interconnexion des systèmes automatisés de traitement de données. C'est à la fois un espace numérique, c'est aussi un espace social, c'est un environnement à lui tout seul. C'est pour ça que typiquement le ministère de la Défense et les armées en France le définissent comme un environnement au même titre que l'air, la terre et la mer et l'espace. Une cyberattaque, c'est important par rapport au reste de ma présentation, surtout au sens dans le domaine aéronautique. C'est une action malveillante, volontaire, offensive. C'est surtout important, elle est volontaire. Contrairement à tout ce qui va être sur les aspects sûreté de fonctionnement, qui est aussi appelé sécurité dans le milieu aéronautique, qui est une action non volontaire, qui est plutôt de la défaillance, de la panne. C'est une cyberattaque, c'est une action volontaire. La cyberprotection, autrement appelée aussi classiquement sécurité des systèmes d'information, c'est un ensemble de mesures techniques et non techniques pour assurer la protection. La cyberdéfense, qu'on entend souvent aussi, ce n'est que le regroupement d'un ensemble d'actions défensives. Ça s'appuie régulièrement et même principalement sur des moyens de cyberprotection pour assurer la défense. Et enfin, la cyberrésilience, nouveau concept qui apparaît, surtout dans le milieu aéronautique, c'est comment une organisation peut faire face à des événements et continuer à poursuivre ses activités. J'illustrerai mon propos avec différentes perspectives. Et avant tout, je vais revenir sur une chose qui est Rosetta, la mission Rosetta. Pourquoi la mission Rosetta? Parce qu'à l'échelle du temps, cyber en particulier, le milieu aéronautique et spatial a une spécificité vraiment prégnante. La mission Rosetta a été décidée par l'Agence spatiale européenne fin 1993. C'était la pierre angulaire de son programme scientifique Horizon 2000. Cette mission, comme vous le savez tous, c'était le rendez-vous avec la comète Churyumov-Gerasimenko. Cette mission, au niveau de sa timeline, donc, a débuté en 1993. Les développements se sont poursuivis jusqu'au lancement qui a eu lieu le 2 mars 2004. Pendant 10 ans, elle a été en croisière en alliant différentes accélérations pour être au rendez-vous avec la comète aux alentours d'août 2014 et pour enfin avoir son philae, donc l'atterrisseur, qui rencontre et atterrit sur la comète en novembre 2014. La mission a duré et c'est fini par le crash de Rosetta sur la comète fin septembre 2016.
À l'époque du lancement de la mission Rosetta, Yahoo n'existait pas, Amazon n'existait pas, Google n'existait pas, LinkedIn, Facebook, Twitter n'existait même pas au lancement de la mission par Ariane 5. La cyber est extrêmement jeune, très jeune à l'échelle du groupe et des produits du groupe Airbus. L'histoire d'Airbus, elle débute à la fin des années 60 avec Aérospatiale Matra. Nous sommes dans le secteur aéronautique sur des temps longs qui sont vraiment radicalement différents par rapport au temps cyber. Ça conduit à cette échelle de temps des menaces pour notre industrie et qui sont aussi, je dirais, des opportunités et des vecteurs du changement dans l'industrie du secteur du transport aérien. La première chose, c'est que nous assistons à une transformation du numérique. Au début des années 2000, il y avait des managers côté Airbus qui disaient non, mais heureusement qu'on développe des avions avec une qualité qui n'est pas celle de l'industrie du logiciel. Sinon, ça ne volerait jamais. Si on regarde aujourd'hui un avion, sa part du numérique a grandi de façon exponentielle en 15 ans. Airbus avait fait une révolution avec les commandes de vol électriques. La deuxième révolution est déjà arrivée à partir de l'A380 avec un avion qui devient numérique. Les équipages deviennent aussi numériques. Le pilote, autrefois, il avait toujours un attaché case avec un ensemble de papiers, de cartes de vol, etc. Aujourd'hui, c'est fini, il a une tablette. La prochaine génération des systèmes de contrôle aérien est nettement plus ouvert, a migré vers des réseaux tout IP, se base sur Internet comme moyen de communication et donc s'ouvre aux menaces aussi de ce monde-là. De plus en plus, l'écosystème du transport aérien devient aussi collaboratif et ouvert. Aujourd'hui, les aéroports échangent avec les compagnies aériennes, qui échangent avec tout ce qui est gestion du trafic, échangent avec le service, avec leurs clients, offrent de plus en plus de services. Typiquement, vous pouvez réserver sur vos spécificités, tout ce qui est business lounge, etc. C'est de plus en plus interactif. Maintenant, vous avez votre billet de vol est un billet numérique, juste avec votre smartphone, et que vous n'avez plus besoin de retirer des billets ou des choses comme ça. Ça contribue aussi à l'agilité pour assurer de nouveaux services qui sont à la fois dans des offres prépackagées, qui sont dans le cloud, qui sont ouvertes. Deuxième menace, gros vecteur, c'est tout ce qui est cybercriminalité sur le secteur du transport aérien augmente. Il y a eu principalement de nombreuses fuites de données personnelles des bases clients. Tout ce qui est les cartes de fidélité et des choses comme ça sont des sources d'intérêt pour les attaquants. Ce qu'il y a eu aussi, je vais l'illustrer un peu dans un slide d'après, c'est du retard ou la suppression de vols à cause de problèmes de contrôle d'identité au niveau des systèmes de contrôle d'identité. De plus en plus aussi, c'est une infrastructure critique qui présente des intérêts à la fois économiques, mais pas que, intérêts aussi étatiques pour les compromettre. Enfin, au niveau un des gros vecteurs du changement aussi, est la pression de côté législatif et réglementaire. Typiquement au niveau européen et au niveau français en particulier avec la loi de la LPM et de l'article 22 de cette loi et l'arrêté sectoriel sur le secteur du transport aérien. De plus en plus d'obligations sont faites aux différents acteurs de l'industrie du transport aérien pour assurer une cyberprotection et une cyberdéfense des systèmes. Les données, en particulier, sont ciblées et de plus en plus de réglementations liées à la protection des données personnelles sont faites. Et enfin, il y a un certain nombre de groupes de travaux qui sont initiés depuis maintenant une dizaine d'années et qui deviennent contraignants maintenant
au niveau des organismes de standardisation du milieu aérien, que ce soit au niveau IATA, excusez-moi, que ce soit au niveau IATA ou Eurocae en France, FAA aux US, etc. La menace s'intensifie. Juste pour illustrer, au niveau des menaces qui sont au niveau du secteur du transport aérien, il y a deux catégories. La première, c'est les attaques qui vont conduire à la perte d'un avion, qui vont remettre en cause la sûreté de l'avion. Donc le crash qui va chercher à avoir des atteintes typiquement de mise en danger, voire de mort pour les passagers. Deuxième type d'attaques sont plus criminelles ou politiques et leurs motivations sont principalement économiques. Par rapport à ces attaques, le premier exemple que je peux fournir, c'est le crash du vol 5022 de la Spinair en août 2008. Il y a eu 159 morts. Une des raisons du crash, c'est l'infection par un malware d'un ordinateur de bord. Ce n'était pas une attaque malveillante, c'était que, je dirais, au sens actif, mais ça a été l'infection par le flight du pilote. Autre attaque de type économique, celle-là, c'est celle de l'attaque sur l'aéroport d'Istanbul, Atatürk, en juillet 2013. Ce qui a été attaqué, c'est le système de contrôle des passeports. Conséquence, plus de 10 heures de retard sur les vols. Perte économique, 200 millions d'euros. Plus récemment, en 2016, c'est qu'au Vietnam, les deux plus gros aéroports du pays ont été attaqués, ainsi que la compagnie aérienne Vietnam Airlines. Les pertes économiques ont été sévères pour Vietnam Airlines. Toutes ne sont pas forcément liées aussi par rapport à, au secteur aérien. On utilise aussi des fois des attaques, et ça a été le cas dans les attaques en DDoS chez Sony, en désinformation. L'attaque a consisté au niveau de l'avion du CEO de Sony à avoir une fausse d'alerte à la bombe via un tweet. Conséquence, détournement du vol. CEO non accessible pour gérer la crise par rapport à un DDoS qui était exécuté simultanément sur les infrastructures de Sony. Donc, la désinformation est une forme d'attaque. En France, on n'est pas épargné non plus. Le groupe d'attaquants Mujahideen Team avait ciblé Air France avec un impact qui avait été limité, mais ça avait été le cas. Des fois, ce n'est qu'une défaillance logicielle. Ça a été le cas typiquement pour l'aéroport d'Orly, où c'était un problème d'interopérabilité et d'un logiciel obsolète qui a provoqué 10 heures de retard sur tous les vols pendant une journée et perte en centaines de millions d'euros. À Airbus, pour revenir au cas d'Airbus. Airbus Group et ses divisions doivent faire face à deux grands types de menaces et d'attaques informatiques. La première, c'est contre ses propres réseaux et ses propres systèmes d'information, Internet, intranet, serveurs, etc. La deuxième, c'est contre nos produits, c'est-à-dire tout ce qui est système informatique embarqué à bord. Avions, satellites, missiles, systèmes d'armes, systèmes de défense, etc. Nous faisons face à des menaces classiques, mais aussi des menaces étatiques concernant l'espionnage. Les infrastructures ne sont pas que les bureaux d'études. C'est aussi les centres de contrôle et de régulation aérienne. C'est les aéroports. Toulouse est un aéroport où Airbus en utilise principalement.
C'est les hangars, les garages, les entrepôts pour la maintenance des pièces, garantir qu'on ne va pas insérer des malwares, etc. C'est aussi, si je prends le cas de l'A380, une chaîne de fournisseurs où pour l'A380, c'est plus de 800 fournisseurs et suppliers. Toute cette chaîne, on doit assurer la sécurité de l'ensemble des acteurs de l'écosystème. Enfin, un des grands challenges en termes de protection et de lutte contre les menaces informatiques, Airbus est déployé sur 180 sites dans 35 pays dans le monde et c'est 145 000 employés dans le monde. C'est autant de cibles potentielles pour pouvoir rentrer une menace informatique au sein du groupe. Donc ce sont les vrais enjeux auxquels nous devons faire face chaque jour. Côté Airbus Cybersecurity, notre premier objectif, notre première mission donnée par le CEO d'Airbus, c'est protéger le groupe en premier. En deuxième, c'est assurer la cybersécurité de nos produits. Et la troisième, c'est délivrer des services de cybersécurité pour nos clients. Côté Airbus et côté du secteur aéronautique, on a un dilemme. C'est que les mesures de cybersécurité qui sont appliquées classiquement dans le monde IT, je dirais dans le monde de l'industrie du numérique, c'est corriger les vulnérabilités lorsqu'on découvre celles-ci. C'est pratique, tout le monde met à jour ses postes Windows, etc. C'est pénible, mais on le fait. Le problème, c'est que dans le paradigme de la sûreté de fonctionnement, c'est ne changez jamais un système qui est en fonctionnement. Ne le faites pas évoluer. Il tourne, il a été certifié. Donc, on se retrouve avec un paradigme où les deux exigences sont en conflit, contradictoires. La correction des anomalies peut être vraiment peu pratique, voire extrêmement coûteuse lorsque c'est un avion qui est à l'autre bout du monde et qu'il faut faire la maintenance. Les approches qu'on cherche à développer sont principalement de renforcer tout ce qui est défense proactive, plutôt que d'avoir un côté réactif, ce qui est le cas dans l'industrie du numérique. Ah, on a découvert une vulnérabilité, eh ben on va la patcher, ce qui est peu applicable au milieu aéronautique. Au niveau de la cybersécurité des systèmes aériens, sont à la fois les systèmes aériens embarqués et au sol. Il est extrêmement important de prendre en compte les systèmes sol. Typiquement, un avion ne peut pas décoller sans avoir réussi à faire la préparation du vol. Et tout ça passe par des systèmes et une infrastructure au sol, pas à bord. On chargera les données à bord après. Donc, nous devons concilier les moyens de protection et de défense. Mais on doit aussi prendre en compte et faire face aux ruptures technologiques. Aujourd'hui, un avion, par rapport à il y a 15 ans, est devenu un objet communicant. À bord, on a les liaisons satellites. Aujourd'hui, on a Internet. On a du haut débit qui arrive à bord via des liaisons SATCOM, plus ou moins onéreuses. L'avion, si je prends le vol Rio-Paris qui s'était crashé avec les problèmes pour retrouver les boîtes noires qui sont oranges, a été un vrai challenge. Et aujourd'hui, on travaille à avoir des systèmes de boîtes noires qui diffusent en temps réel vers le sol toutes les informations. Une grosse rupture technologique aussi qui arrive, c'est tout ce qui est software defined network, software defined cockpit, software defined, etc. Tout devient logiciel. Parmi les défis industriels de production aujourd'hui, on se retrouve avec tout ce qui est impression 3D, où on passe directement de la conception numérique de plans à la réalisation physique sans rupture au niveau numérique. Les technologies qu'on développe du milieu aéronautique s'appliquent aussi à l'espace et s'appliquent évidemment au système de défense aussi. On couvre
au niveau de la cybersécurité l'ensemble du scope des activités qui vont aussi bien des études, de la conception que le développement, production des équipements. Et donc toutes les chaînes au niveau des usines, que ce soit les robots, etc., on se doit d'assurer la prise en compte maintenant aussi de leur aspect de cybersécurité. On assure les opérations des systèmes et donc le maintien en condition de sécurité des systèmes que nous fournissons et le soutien et le support. Également, c'était un gros changement qui est arrivé au moment des études de la 380 début des années 2000, qui avait été la prise en compte par le management côté Airbus du besoin de traiter les problèmes de cybersécurité. Cette sensibilisation avait été passée par une preuve de concept. Depuis le passager, nous étions capables de prendre des commandes de vol. À partir de ce moment-là, les activités se sont vraiment développées au sein du groupe Airbus. Je parlais d'Airbus, mais Airbus, on a des fournisseurs, on est le côté manufacturier de l'avion, mais un avion vit dans un écosystème au sein des compagnies aériennes. Il va chez des acteurs qui vont assurer sa maintenance, son maintien opérationnel. Il interagit avec tout ce qui est les systèmes de contrôle aérien qui sont duals, civils et militaires, de la DGAC en France. L'enjeu au niveau de la cybersécurité, c'est d'avoir cette approche pour l'ensemble de l'écosystème et pas juste un équipement dans un petit système qui est un véritable enjeu. L'autre enjeu est d'assurer aussi tout ce qui est la continuité de l'activité économique. Et donc, lorsqu'il y a un des acteurs qui est attaqué, c'est comment garantir la gestion de la crise, mais aussi le partage de l'information, ce qui était des choses qui n'étaient pas dans la culture du milieu aéronautique au départ. Face aux problèmes de cybersécurité, nous devons échanger. Le monde s'est ouvert. Aujourd'hui, il y a de nouveaux concepts qui apparaissent, typiquement tout ce qui est Smart Airport. C'est un voyage simple, mais aujourd'hui, ce voyage, il est dual. Il est à la fois physique, mais il est aussi numérique. Parce que vos données, déjà même avant de la réservation du billet jusqu'à la fin de votre voyage, vous allez avoir de plus en plus de données numériques qui vont être collectées au check-in. Vous allez avoir vos contrôles, vos données personnelles, mais aussi les données liées à vos bagages, liées au repas que vous allez prendre à bord de l'avion. Ces données, via tout ce qui est le registre de vol, sont diffusées vers votre destination aussi. Donc, les données sont échangées. Vous allez passer les contrôles, security check, les douanes, etc. Vous allez encore avoir de la donnée qui est collectée et qui va être échangée. Sur le suivi de vos bagages, chose que vous ne voyez pas mais qui est en back-office, idem, ce qui fait que maintenant, vous pouvez suivre à tout moment où est votre bagage à partir de votre smartphone. Certaines données, je pense en particulier à tout ce qui est contrôle aux frontières ou douane, sont transmises au niveau gouvernemental à ces services de l'État. Durant le vol, tout ce que vous échangez comme données, accès Wi-Fi, etc., sont encore de la donnée. Arrivé à la fin de votre voyage, si tout s'est bien passé, vous récupérez vos bagages, mais si vous ne pouvez pas les récupérer parce qu'ils ont été perdus quelque part, c'est encore du traitement numérique et des problèmes liés aussi à la sécurité de traitement de l'information qui ont été collectées. Donc, une infrastructure d'aéroport aujourd'hui est une infrastructure ouverte, communicante et qui produit massivement de la donnée. Et donc les enjeux de cybersécurité liés au secteur aérien est de plus en plus prégnante. C'est un véritable enjeu et un super voyage avec de très nombreux challenges, puisque c'est des systèmes dont la taille, le nombre de passagers, les intérêts économiques font que le moindre impact, la moindre attaque cyber prend une ampleur considérable.
Pour toi, aujourd'hui, on recrute dans tous les métiers, que ce soit en conception, en études, en formation, que ce soit pour protéger le groupe en interne, tout ce qui est joint venture, la chaîne de fournisseurs, tout ce qui est chaîne logistique, ont des problèmes de cybersécurité qu'il faut adresser, qu'il faut accompagner. L'industrie aéronautique est une industrie lente, qui évolue doucement, mais où l'enjeu de cybersécurité est de garantir que l'ensemble des acteurs et des parties prenantes vont aider à construire un monde plus sécurisé. Aujourd'hui, la cybersécurité est déclarée comme l'ensemble des acteurs top prioritaires pour notre industrie. De nombreux acteurs ont des niveaux de maturité très différents, mais le but est de pouvoir réussir à les faire converger et de mitiger les risques sur l'ensemble de l'écosystème. Vous êtes intéressé par les challenges et des projets rares et exceptionnels de très grande ampleur, venez nous rejoindre. Si vous avez des questions, mais désolé pour les conditions. Quelle est la différence entre cyberprotection et cyberdéfense? Quelle est la différence entre cyberprotection et cyberdéfense? Très bonne question. La cyberdéfense, c'est l'ensemble des actions défensives conduites dans le cyberespace, donc sur un système d'information, pour garantir son bon fonctionnement. Typiquement, vous avez mis un pare-feu. C'est de la cyberprotection, vous avez mis une mesure de protection. Maintenant, vous avez l'information comme quoi il y a une nouvelle attaque qui arrive sur un port qui n'est pas dans votre matrice de flux de règles de filtrage du pare-feu. L'action de cyberdéfense, c'est d'aller rajouter cette règle de filtrage sur l'équipement de cyberprotection pour assurer que vous avez fermé la porte. Le lien entre les deux est vraiment ténu. Il est plus côté opérationnel et conduite. Côté cyberdéfense, les activités principales vont être autour de tout ce qui est système de détection et de réaction. Maintenant, la plupart des systèmes de réaction s'appliquent sur des moyens de cyberprotection. Aujourd'hui, c'est là la grosse évolution par rapport à il y a 20 ans, 15 ans. Il y a 15 ans, on ne faisait que de la cyberprotection. C'était un peu comme le côté safety. C'était câblé, c'était certifié. On n'y touchait plus. Tant que ça marche, on n'y touche plus. Cyberdéfense, c'est plutôt une position proactive. On va aller chercher comment assurer mieux la protection. Parce qu'il y a une unique raison, c'est qu'on n'est pas assez créatif pour trouver toutes les vulnérabilités de nos systèmes. Donc, on se doit d'avoir des attitudes proactives. Certaines de ces définitions ont été publiées récemment au journal officiel en septembre. Donc, si vous voulez chercher journal officiel et définitions, vous allez les retrouver. Parce que ça se compagne avec les arrêtés sectoriels. Pas d'autres questions ?